pouvoir commencer? Parfait. Oui. Alors bonsoir à toutes et à tous, chers amis, l'association La Rue, Selma et Sophie Nouissi qui malheureusement ne sont pas parmi nous, mais Yann Roussens est parmi nous, et Canal Centre Pompidou sont heureux de vous recevoir aujourd'hui à cette table ronde dans le cadre du festival Dream City que j'ai l'honneur et le plaisir de modérer. Je m'appelle Adnan El-Rali, je suis architecte urbaniste et historien, et cette table ronde est intitulée Le monde arabe, l'Afrique et l'Europe à la lumière de la tragédie de Gaza. Un avenir commun est-il encore possible? Elle fait partie d'une programmation qui a commencé en Tunisie il y a 4 ans maintenant, intitulée Civic Space. L'idée était de lier la création artistique à des débats de société et à la question profonde de la citoyenneté, questionnée sous tous ses aspects. Depuis de nombreuses années, les relations entre les rives sud et nord de la Méditerranée sont soumises à des pressions constantes et croissantes. Les problèmes de mobilité contrainte vers l'Europe, la question sempiternelle des visas conditionnant l'accès à l'espace Schengen, la question de la migration choisie, le brain drain, vidant l'Afrique et le monde arabe de ses élites, les décès dramatiques, on se souvient tous des images qui viennent et qui reviennent malheureusement sans cesse, dues aux migrations irrégulières en Méditerranée et à leurs conséquences, et la politique d'externalisation des frontières, mais aussi la formation récente d'une ceinture de coups d'État au Sahel, Mali, Burkina Faso, Guinée et maintenant Niger, bouscule les équilibres régionaux au profit de nouveaux acteurs, et aussi l'intensité de la tragédie en cours à Gaza, pour laquelle la Cour internationale de justice reconnaissait dès le 26 janvier 2024 un risque génocidaire. La situation n'a fait qu'empirer depuis. Face à ces réalités, quel avenir pouvons-nous encore imaginer et construire ensemble? Quel rôle peuvent jouer les populations de l'Europe, de l'Afrique et du monde arabe? Avec des penseurs et des activistes de Tunis et de Bruxelles, nous réfléchirons ensemble à ces questions complexes. Nous avons ainsi le plaisir d'accueillir Sophie Bessis, Wahid Fershishi, Sameh Hakim et Sameh Hijawi. Alors Sophie Bessis, vous êtes franco-tunisienne, agrégée d'histoire, journaliste, vous avez été notamment rédactrice en chef de l'hebdomadaire Jeune Afrique et chercheuse, vous consacrant à l'étude des relations au Nord-Sud et plus spécialement à l'Afrique subsaharienne et au Maghreb, ainsi qu'à la condition des femmes dans le monde arabe. Vous avez une quinzaine d'ouvrages à votre actif, dont une biographie de Bourguiba, coécrite avec Souhail Belhassan, l'ouvrage L'Occident et les autres, histoire d'une suprématie, publié aux éditions La Découverte en 2003, le magistral Histoire de la Tunisie et de Carthage à nos jours, aux éditions Taillandier, 2019, et réédité à Paris en 2021, et le dernier en date, Je vous écris d'une autre rive, Lettre à Hannah Arendt, publié à Tunis, aux éditions Lisade. Pourriez-vous peut-être approfondir un peu quelles vont être les thématiques que vous allez aborder quand nous allons commencer? Oui, en un instant, enfin après, la discussion nous permettra d'aborder une série de thématiques, mais je voudrais revenir sur le titre que vous avez donné à cette rencontre. J'ai simplement, non pas que je contesterai, mais j'interrogerai les appellations monde arabe, Afrique et Europe, dans la mesure où aucune de ces trois entités ne sont des entités homogènes. Que veut dire le monde arabe? Que veut dire l'Afrique, laquelle est quand même historiquement une invention de l'Europe, de même que l'Europe aujourd'hui donne l'image de son hétérogénéité, de sa complexité, y compris d'ailleurs dans son positionnement par rapport à la tragédie de Gaza, où toutes les positions sont loin d'être les mêmes, dans la mesure où il y a des histoires particulières, il y a des positionnements géopolitiques particuliers. Donc, disons que dans la suite de notre conversation, j'aurais peut-être un peu de mal à parler de l'Afrique, l'Europe, le monde arabe. Je donne simplement l'exemple de l'Afrique. Puis en plus, bon, les coups d'État que vous avez mentionnés, la ceinture de coups d'État au Sahel, a assez peu à voir avec notre propos d'aujourd'hui, sauf sur un point peut-être, qui serait quel est le statut de l'Occident pour les pays que l'on est censé mettre maintenant dans le tiroir sud global, lequel pourrait d'ailleurs également être interrogé, peut-être nous y viendrons. Mais je prends simplement ce que vous appelez l'Afrique. Première question, est-ce que le Maghreb et l'Égypte font partie de l'Afrique, pour vous, quand vous parlez de l'Afrique? Première question. Est-ce que l'Afrique se limite
pour vous à l'Afrique subsaharienne, ou alors c'est tout le continent africain. Évidemment, que l'on prenne une acception ou l'autre change totalement le regard que l'on peut avoir sur ce continent. Par ailleurs, par rapport à la question de Gaza et par rapport à la guerre en cours d'Israël contre Gaza, les positions africaines sont très contrastées. Vous avez des États qui sont tout à fait pro-israéliens. Je prends le Rwanda pour des questions, pour des raisons que l'on peut expliquer par ailleurs, mais le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda, lors de la plainte de l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice, la seule juge qui a voté et contre toutes les condamnations d'Israël, c'est la juge ougandaise, parce que l'Ouganda est très influencé par les évangélistes, qui sont, comme vous le savez, les sionistes chrétiens. Bon, donc, vous voyez, simplement, je donne cet exemple pour dire, faisons attention aux appellations et essayons de penser cette question-là au-delà de l'émotion légitime que nous avons par rapport à l'abattoir qui est devenu Gaza aujourd'hui, mais essayons de penser la complexité des appartenances et des problèmes, et merci. Merci. Nous évoquerons cette question plus en détail tout à l'heure. Professeur Wahid Felchichi, vous êtes enseignant de droit public à l'Université de Carthage, cofondateur de l'Association tunisienne pour la défense des libertés individuelles, ancien membre de la Commission nationale tunisienne d'investigation sur la corruption et la malversation. Vous avez de même été membre du comité technique chargé de superviser le dialogue national sur la justice transitionnelle 2012 et 2013 en Tunisie et du bureau d'association tunisienne des sciences administratives. Vous êtes aussi le cofondateur de la coordination nationale de la justice transitionnelle, membre de l'instance de protection des données personnelles et l'auteur de nombreux ouvrages sur les libertés religieuses, les libertés du corps aussi, les minorités, les circulaires liberticides, la question des droits et les valeurs suprêmes dans un ordre constitutionnel changeant. Merci beaucoup Adnan. Je suis réellement ravi de participer à cette table ronde et surtout d'apporter un certain éclairage. Je partage immédiatement en fait, la réflexion de Sophie Bessis concernant en fait, cette standardisation un peu des blocs, l'Afrique, le monde arabe, l'Europe. Parce qu'il y a aussi, peut-être j'ajouterai un autre élément, et je partage bien sûr entièrement cette réflexion, il y a aussi un peu cette dichotomie, si j'oserais utiliser l'expression, entre les décideurs, les gouvernements et les peuples. Parce qu'on l'a remarqué aussi avec ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre et jusqu'à aujourd'hui, en fait, il y a aussi cette réaction différenciée entre les gouvernements, et on voit heureusement maintenant, moi, il y a une certaine tendance à une certaine rationalité, mais en fait, les peuples étaient beaucoup plus conscients dès le début. Et peut-être cette expression de conscience, j'y reviendrai par la suite pour expliquer un tout petit peu, même si, tout en étant juriste, il me semble. Donc je vais peut-être aussi apporter un éclairage sur ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre et comment ce drame, comment cette tragédie a secoué aussi le droit, que ce soit le droit interne des différents États, mais aussi le droit international. Nous le vivons aujourd'hui. Madame Bissis vient d'attirer l'attention sur ce qu'a fait la Cour internationale, que ce soit le 26 janvier ou par la suite, en fait, récemment le 6 mars, et en fait l'attitude même le 5 avril concernant la nouvelle plainte qui a été déposée pour empêcher les États d'aider Israël en fournissant des armes. Donc tous ces éléments sont très importants d'un point de vue, en fait, comment la tragédie de Gaza a secoué le droit, mais surtout comment cette tragédie a secoué l'éthique. Merci beaucoup. Ensuite, Semeh Wakim, you are a Palestinian performer, choreographer and cultural manager working in Palestine. You graduated in acting from the Faculty of Theatre at Haifa University, and your performance, Losing It, was presented as part of Dream City from Tunis for Brussels. In this new solo performance, maybe we'll give us more information about it, Losing It, so you explore how the trauma of previous generations manifests in your own body through movement and sound, and how these experiences impact your identity. Well, the performance was made in 2021, and as someone who grew up on the borders with Lebanon, so war and living in a war
situation all the time. It was an inspiration to this work, and also like living the Nakba through my grandparents who are also displaced and like refugees. I was trying to put this in an artistic way that it transfer the Palestinian case and make it more international, so everyone can see her or its fear, or like the way that you can find balance or sanity in a place that it's totally not normal, and it needs a lot of building mechanisms and systems to survive and to create and not become psycho. Thank you. Thank you. We'll talk more about your work and creativity in this context. And finally, our last panelist will be Samer Hijawi. So you are a multimedia artist. It means many things, many realities. Regardless of the form through which you materialize your work, your projects are always deeply rooted in historical narrative, which are used to reimagine our contemporary life outside of the radicalized and also polarized discourses that direct our lives today. So together with you co-curated the platform The River Has Two Banks. This project was initiated to address the distances and proximities between Jordan and Palestine. And your work have been shown also in this place, in Canal Centre Pompidou, but also in many other places and galleries around the world. So, merci à toutes et à tous d'être parmi nous ce soir. Maybe some words more about your work? No? If you want, yeah, sure. Yes, please. Yeah, so thank you for the invitation. It's very exciting for me to be on this panel. It's quite eclectic, so I'm hoping the conversation will be quite open. Indeed, I think my position throughout the evening will really be for someone who's lived and worked in Jordan of Palestinian origin, so being very close. And always, of course, if you're Palestinian, you're born Palestinian, you only speak about Palestine. And then trying to deal with that from a proximity and trying to create a criticality through the work, trying to understand what forms does resistance look like in artistic work, trying to grapple with a very quickly disappearing cultural and historical landscape, trying to locate myself in an art history, a social history of a region that's very difficult. And then always being committed to not representing these realities, but rather really trying to find artistic form that responds in itself critically. And so indeed I do multimedia. I was trained as a painter, and I slowly found my way into Belgium as a performer, which I was surprised by, but I thought, okay, if they want me to be a performer, then they can call me a performer. But indeed, the visual image is very central to my work, and I hope we can unpack it throughout the evening in relation to what's going on. Yeah. Yes, absolutely. Je peux m'empêcher de me remémorer, enfin ceux qui ont eu Henri Lawrence comme prof se souviennent de ce qu'il avait coutume de dire à ses étudiants en parlant du Liban, mais on peut peut-être l'appliquer à d'autres aires géographiques. C'est si vous pensez avoir compris quelque chose au Proche-Orient, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Et aujourd'hui, plus que jamais, il semblerait que cette boutade est devenue une sentence, en fait, et qu'elle porte désormais tant sur le monde arabe que sur l'Afrique. Les canaux de compréhension semblent singulièrement obturés de part et d'autre à certains niveaux. Alors, l'Afrique, on reviendra après avec Sophie Bessis sur le sens profond de cette terminologie qu'on emploie. L'Afrique, avec ses propres défis de sécurité, de développement, de gouvernance, observe également la situation au Proche-Orient avec une attention particulière. Vous l'avez rappelé, selon les pays, les liens historiques et religieux et économiques entre l'Afrique aussi et le monde arabe signifient que les événements en cours dans une partie du monde ont des échos forcément dans l'autre. Le Sahel est particulièrement exposé au coup d'État en raison de sa géographie et des conditions qui sont les siennes, les conditions naturelles, les questions de pénurie de nourriture,
nourriture et d'eau notamment qui reviennent. Le changement climatique, et quand on parle de migration, la notion de changement climatique est fondamentale, car ce changement accentue directement la désertification de régions qui se confondent avec le désert du Sahara. Certains de ces pays souffrent aussi d'un défaut de maîtrise territoriale, d'immenses espaces, et d'une explosion démographique qui s'ajoute à une crise de l'emploi touchant durement les jeunes. Certains sont aussi enclavés, d'autres souffrent à différents degrés de problèmes de corruption. Et la présence et l'influence de l'Europe sont de plus en plus contestées, notamment celle de la France, ancienne puissance coloniale. Et comme le rappelle Nina Wellen, la directrice de l'Institut Royal Egmont des relations internationales, parlant justement de cette vague de coups d'État, la récente vague de coups d'État dans les États du Sahel, alors je cite, « pays où l'Union européenne a investi des ressources importantes, déployé du personnel et plus généralement tenté d'affirmer son rôle d'acteur mondial de la sécurité depuis plus d'une décennie, a ébranlé la cohésion de l'action européenne. Plus spécifiquement, cela a provoqué des interrogations concernant le rôle leader, chef de file de la France au sein de l'Union en ce qui concerne l'Afrique, ainsi que des questions fondamentales sur la façon de fusionner l'identité de l'Union en tant que puissance normative avec celle d'un acteur de la sécurité au milieu d'une compétition entre puissances globales. De plus, Afrique, monde arabe et Europe sont de plus en plus interconnectés, ne serait-ce qu'humainement, à travers les diasporas qui, au bout de certaines générations, n'en sont plus. Et la nécessité d'une coopération dénuée de paternalisme et d'une certaine forme de civisme semble rester de mise. La tragédie de Gaza et les tensions au Moyen-Orient, au Proche-Orient, ont des répercussions profondes, non seulement sur la région, mais aussi en Afrique et en Europe, soulevant des questions complexes sur les perspectives d'un avenir commun. D'abord, le contexte géopolitique du Moyen-Orient, marqué par ces conflits prolongés, qui a des implications directes sur les relations internationales, la sécurité régionale et les mouvements migratoires, et la légitimité de l'Europe en matière de promotion et de défense des droits de l'homme, surtout au regard de la tragédie de Gaza, est complexe et fait l'objet de débats. L'Union européenne affirme promouvoir un modèle de croissance durable dans ses relations et vise à soutenir les objectifs de politique étrangère et de sécurité. Cependant, l'approche asymétrique de l'Europe suscite des critiques et remet en question sa crédibilité en tant qu'acteur mondial défendant des principes et des valeurs censés être universels. Des critiques soulignent aussi un double standard dans l'application du droit international entre l'Ukraine et le conflit israélo-palestinien, ce qui alimente des accusations de partialité et affaiblit la position de l'Europe sur la scène mondiale. L'Allemagne, d'ailleurs, fait l'objet d'une action en justice, donc elle est accusée pour plausible complicité dans les crimes commis à Gaza. Parlant de Gaza, Joseph Borrell lui-même disait qu'elle était désormais un cimetière à ciel ouvert après avoir été une prison à ciel ouvert, ajoutant qu'elle était aussi le plus grand cimetière au monde de nombre des principes fondamentaux du droit humanitaire. Sophie Bessis, permettez-moi de vous demander de remonter justement à ces définitions. Nous parlons d'entité territoriale, et finalement, de quoi parlons-nous derrière ces termes, derrière l'Afrique, le monde arabe, l'Europe? Finalement, de quelle construction parle-t-on? Merci. Justement, vous avez parlé de beaucoup de choses. Alors, je veux bien que dans le monde actuel, tout soit connecté, que les relations de causalité d'une situation à une autre puissent être démontrées, mais enfin tout de même, je ne crois pas pouvoir parler dans la même phrase du changement climatique, de la tragédie de Gaza et des coups d'État sahéliens. Ça me paraît, disons que ça ressort de logiques quand même relativement différentes, tout cela. Je reviens à cette appellation de l'Afrique. Et également mais ça je laisserai Wahid peut-être en parler davantage, parce que ça me paraît très intéressant, cette idée de Raza est en train de changer le droit également. Maintenant, cela dit, même là-dessus, les intérêts et des solidarités à géométrie variable priment le droit également. Je reprends l'exemple de l'Afrique du Sud. Et bien évidemment, il faut féliciter l'Afrique du Sud d'avoir introduit cette plainte auprès de la Cour internationale de justice. Mais rappelons-nous qu'il y a quelques années, l'Afrique du Sud a violé le droit international en accueillant Omar el-Béchir,
l'ex-dictateur du Soudan, qui était inculpé par la Cour pénale internationale à l'époque pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour, où ces Janjaweed avaient fait 300 000 morts, quand même, c'est pas rien, hein, et que l'Afrique du Sud avait été invitée à Omar el-Béchir et l'avait laissé repartir alors que l'Afrique du Sud est signataire du traité de Rome, donc aurait dû l'arrêter. Donc vous voyez, ça c'est pour dire que personne, je ne parle pas l'État d'Israël, j'en parlerai dans un moment, mais dans les prises de position, personne n'est totalement vertueux et personne n'est totalement condamnable est un mot que je n'aime pas, mais enfin stigmatisable, disons plutôt. Voilà. Donc, et c'est pour ça que la situation est extrêmement complexe actuellement et que les jeux d'alliance sont extrêmement complexes aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de l'Afrique, de l'Europe. Vous avez cité l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne a une position tout à fait particulière dans cette dans son positionnement par rapport à l'État d'Israël. L'Allemagne, qui a commis, on le sait, lors de la Deuxième Guerre mondiale, un des plus grands génocides qu'ait connu l'humanité, eh bien, pense, estime que la façon de se faire pardonner ce crime des crimes est de défendre inconditionnellement l'État d'Israël, quels que soient les crimes que commet cet État d'Israël. C'est une position totalement intenable, bien entendu, mais donc c'est une position tout à fait particulière qui est intimement liée à l'histoire de l'Allemagne. D'autres n'ont absolument pas la même histoire, bien entendu, et donc n'ont pas la même position. Donc là, vous voyez à quel point les lignes historiques peuvent être intéressantes. La position des États-Unis, si on parle de l'Occident global, est due à d'autres, à part évidemment les intérêts géopolitiques, économiques, etc. des États-Unis dans la région, mais aussi la profondeur aux États-Unis de ce qu'on peut appeler le sionisme chrétien. Depuis la fin du XVIIIe siècle, ou même certains le font remonter jusqu'aux Pilgrim Fathers, jusqu'au Mayflower, etc. Et donc cette influence du sionisme chrétien fait que c'est un soutien, ce qu'on peut appeler d'ailleurs les antisémites sionistes d'une certaine façon, puisque ce drame est également peuplé d'oxymores, également dans celui. Donc vous voyez, simplement je veux insister sur le fait que c'est une situation qui est... Les alliances sont des alliances à géométrie variable. Alors évidemment, mais comme ça tout le monde le sait, je ne vais pas insister là-dessus, il est évident, et Joseph Borrell a tout à fait eu raison de le dire, on savait que dans la rhétorique des pays occidentaux, des pays démocratiques, que dans cette rhétorique, ils instrumentalisaient, et ils n'ont cessé d'instrumentaliser les valeurs dont ils se sont autoproclamés les porteurs. L'affaire de Gaza n'est pas la première fois qu'ils instrumentalisent ces valeurs. Mais là, on est arrivé à un point tellement caricatural, en fait, de cette instrumentalisation, tellement primaire, je dirais, que ces pays ont perdu tout ce qui leur restait de crédibilité. Et je crois qu'ils n'en ont pas encore conscience. Ils n'ont pas encore vraiment conscience. Alors en face, pour finir, en face, il y a ce qu'on appelle le Sud global. Ce qui est extrêmement regrettable dans cette affaire également, c'est que, certes, les pays dits démocratiques d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord, on va dire, ont perdu toute crédibilité au profit de puissances, souvent, qui ne croient pas un seul instant au principe démocratique et qui sont les grandes puissances de ce Sud global. Je parle de la Chine, je parle de l'Inde, de Narendra Modi, laquelle Inde d'ailleurs, Sud global, laquelle Inde est très pro-israélienne pour des questions que je pourrais expliquer, pour des raisons que je pourrais expliquer après. Je parle de l'Iran, etc., etc. Donc vous voyez que dans cette affaire, il y a d'un côté une situation coloniale qui est la situation qui fait qu'aujourd'hui Israël est gouverné par la branche la plus colonialiste de sa colonialité, si je puis dire, et qui se traduit par ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie, il ne faut pas l'oublier. Et de l'autre côté, l'instrumentalisation. Alors, comme disait Wahid, les peuples sont peut-être plus
spontanés dans leur soutien que les États, mais l'instrumentalisation par les États selon les intérêts de cette tragédie de Gaza aujourd'hui. Alors justement, et c'est une question que je me permets d'adresser à vous-même, Sophie Bessis et à Wahid Velchichi, vous avez tous les deux toujours plaidé avec vigueur et justesse pour une résolution du conflit israélo-palestinien basée sur le rétablissement des droits du peuple palestinien. Quel espace subsiste-t-il aujourd'hui pour le dialogue lorsque les questions finalement se règlent à coups de canon et que le puissance qui avait en quelque sorte un rôle de régulation et d'arbitrage, se montre volontairement, et vous avez cité certains cas, volontairement incapable d'apporter retenue et justice. Quelle destinée finalement pour les peuples de cette partie du monde? Je termine et puis je te... Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je crois que dans cette affaire, aucune des puissances mondiales n'a joué jamais, depuis la création de l'État d'Israël, depuis la partition de 1947, n'a joué le rôle d'honnête courtier. Jamais. Il n'y a jamais eu dans cette affaire d'honnête courtier international. C'est-à-dire que chacun avait des intérêts. Pour la petite histoire, rappelons d'ailleurs que ces intérêts ont été fluctuants dans l'histoire. Le premier pays à reconnaître l'État d'Israël a été l'Union soviétique. Ne l'oublions pas, avant les États-Unis. Pourquoi? Il faut l'expliquer. Parce que Israël, effectivement, l'État d'Israël a été créé par des socialistes russes. En gros, enfin bon, si on veut bien voir les choses. Alors, maintenant, effectivement, la haine prévaut de tous les côtés. La haine prévaut. Le gouvernement israélien, aujourd'hui, est composé de ce que j'appelle des entrepreneurs de haine, et qui donc attisent la haine, et la haine monte dans la population israélienne, ce qui est le seul moyen de maintenir un état de guerre permanent, parce que la haine et la peur sont totalement liées, laquelle peur est entretenue. Dans la population palestinienne, évidemment, la haine est également montée dans la mesure où toutes les possibilités de solution pour la création d'un État palestinien ont échoué depuis l'installation du Yishuv, on peut dire, au début du XXe siècle. Donc là aussi, évidemment, et l'attaque du Hamas le 7 octobre est une expression et c'est peut-être ce qu'on appelle le propre de la tragédie, c'est la haine apparaît quand il n'y a pas de solution possible. Et là, c'est la haine qui l'emporte. Et là, la haine l'a emporté. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui des pays, des États qui peuvent jouer les honnêtes courtiers pour essayer de trouver une solution? Dans la mesure où je crois qu'il y a deux réalités. Et toute solution doit tenir compte de ces deux réalités. Je me fiche un peu de savoir si ça va être sous la forme d'un État, de deux États, d'un État binational, d'un État unitaire, de ceci ou de cela. C'est aux Palestiniens d'abord de savoir quel type de relation ils veulent avoir avec ce qui constitue aujourd'hui le peuple israélien. C'est pas à moi de le dire. Et puis, personne ne le sait aujourd'hui. Mais il y a deux réalités. Les Palestiniens ont montré, depuis la première grande révolte palestinienne en 1936, qu'ils n'abandonneront pas la terre qui est la leur. On a eu beau essayer tous les moyens de les faire partir, ils ne sont pas partis. Donc, et ils seront là et ils continueront à se battre pour leur terre. D'un autre côté, dans les quelques 6 millions, ou un peu plus, je crois, 8 millions aujourd'hui, d'Israéliens juifs, il ne faut pas oublier qu'il y a des Israéliens palestiniens également, qui sont quand même plus de 2 millions. Eh bien, la plus grande partie d'entre eux restera dans cette région, restera sur ce territoire, ne partira pas. Donc il va bien falloir trouver une solution. Voilà. Il va bien falloir trouver une solution. Et comment transcender cette haine? Moi, ce qui me fait très peur, c'est que aujourd'hui, Israéliens et Palestiniens ne peuvent pas parler sans un médiateur, sans un intermédiaire. C'est pas possible. Et je ne vois pas quel peut être le médiateur et quel peut être l'intermédiaire. Je crois que pour cela, il faut que disparaisse d'un coup de baguette magique la droite israélienne, ça veut dire beaucoup de monde, ça veut dire quand même beaucoup de monde, et que d'un autre côté, évidemment, la lutte palestinienne ne soit pas kidnappée
par le fondamentalisme du Hamas. Professeur Felchichi. Merci. Oui, oui, Adnan. Oui, je partage pas mal de propos de Madame Bissis. Ceci dit, j'ajouterai à la question de la haine. C'est qu'en fait, à partir du 7 octobre, cet acte qui a donné suite à tout ce massacre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, un peu plus de 30 000 morts pour le moment, mais parce qu'en fait, ce nombre sera certainement augmenté après avec des blessés. Cette haine est une haine actuelle, mais la peur, la crainte, c'est la haine générationnelle qui va se poursuivre par la suite, qui ne va pas rendre facile la possibilité de trouver une solution. Et on le sait, durant en fait toutes les périodes historiques, la haine historique, la haine générationnelle s'installe, et lorsque la haine s'installe, ça rend très difficile. Cette haine aussi, au début, on a, Sophie vient de le dire, on a aussi manipulé d'une manière ou d'une autre. Et à un moment donné, je pense maintenant, les choses sont devenues beaucoup plus dépassionnées. Je dis beaucoup plus, on n'est pas encore dans un stade là où le débat est entièrement dépassionné. C'est qu'en fait, c'est l'émotionnel qui a fait perdre toute charge politique réelle à la cause palestinienne, de part et d'autre. Et là aussi, c'est un élément très dangereux pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir trouver des solutions. Ceci dit, peut-être, vous venez de citer l'exemple de l'Afrique du Sud. Certes, chaque nation, chaque groupe de nations a ses intérêts, c'est tout à fait normal. Mais je pense là, le fait qu'un État comme l'Afrique du Sud a porté plainte, un État qui a connu l'apartheid, et ça c'est très important, un État qui n'est pas un État arabe, un État qui n'est pas directement lié à l'affaire ou au problème entre les États arabes et Israël, est très intéressant, au moins sous cet angle assez formel. Et là, je me rappelle de quelque chose qui a aussi secoué la réflexion lors des procès entamés en Israël, à Jérusalem exactement, et notamment le célèbre procès d'Adolf Eichmann. Et la réflexion qui a été menée à un moment donné par Hannah Arendt, et qui s'est posé la question en regardant un peu ce procès, cette personne qu'on a condamnée, enfin, elle a été condamnée à mort. Adolf Eichmann était hélas donc condamné à mort. Mais en fait, elle s'est posé une question fondamentale suite à une question posée par le juge à Adolf Eichmann. Il lui posait la question, est-ce que le meurtre des Juifs n'a pas attisé, n'a pas secoué votre conscience? Moi, je me pose aujourd'hui cette question à nous tous et à nous toutes. Est-ce que ces massacres que nous sommes en train de voir, maintenant c'est en direct, on n'est plus en 1940, 41, 43, là où en fait on rapportait, c'est après la guerre qu'on a découvert les massacres qu'a subi le peuple juif. Aujourd'hui, on le voit directement. Ça veut dire qu'on ne peut pas venir un jour dire qu'on ne le savait pas. Donc, l'incompréhension qui se nourrit de haine et d'ignorance pourrait aussi entraîner des problèmes tels que le problème, à la limite éternelle, entre Israéliens et Palestiniens. Tout à l'heure, Adnan, vous avez posé une question concernant, et Sophie aussi, concernant un peu ce droit très malmené aujourd'hui. Parce qu'en fait, toutes les normes juridiques que nous sommes en train de vivre, enfin, ou de ne pas vivre aujourd'hui, d'appliquer ou de ne pas appliquer aujourd'hui, sont principalement issues de la Deuxième Guerre mondiale. Donc sur la base d'une période, sur la base d'un équilibre de pouvoir, sur la base en fait d'une sphère juridique, géographique, c'est des peuples sortant d'une grande guerre. Bien sûr, c'est un système basé sur des fondamentaux. Ces fondamentaux auxquels nous croyons. Je ne dis pas auxquels nous avons cru. Nous croyons. Le problème qui se pose aujourd'hui, comment, avec ce drame, avec cette tragédie, on peut parler aujourd'hui même d'un principe comme le principe de l'universalité, d'un principe comme le principe de l'égalité, d'un principe comme le principe de dignité. Comment peut-on faire comprendre à des peuples qui, à un moment donné, regardaient avec énormément de réserve ces principes? Déjà, Sophie Bissis vient de le dire, que
le fait de ne plus donner suite à ces principes fondamentaux pour régler la vie humaine, en fait, les rapports entre les différents peuples, les différentes nations, a donné, bien sûr, suite à des nations, à des dirigeants qui sont complètement décomplexés d'un point de vue des droits humains. Ça veut dire, ils refusent les droits humains, ils ne les critiquent pas, ils les refusent d'une manière complètement décomplexée. Ça veut dire, en fait, on est devant la situation suivante. Soit nous maintenons notre discours universaliste, égalitaire, qui se base sur la dignité, soit nous serons aussi un peu malmenés par les autres. Cette question se pose avec plus d'acuité dans la région des États arabes. Parce que déjà, les peuples arabes vivent des situations là où ni l'universalité, ni l'égalité, ni la dignité règnent. Ce qui fait que rappeler aujourd'hui ces principes à des populations qui voient quotidiennement ces principes qu'on croyait bien sûr universels, complètement bafoués, ça relève aussi d'une œuvre titanesque pour pouvoir leur expliquer. Peut-être ce qu'a fait l'Afrique du Sud, peut-être, je dirais, a permis un peu de rappeler ces fondamentaux, qu'on peut toujours aller frapper à la porte d'une institution internationale, c'est une cour, qu'on le veuille ou pas, une cour internationale, une cour qui vient pour régler les affaires des nations, de se baser sur ce droit international qui a été malmené, qui est toujours malmené, et de demander les droits à un peuple massacré. Moi, je pense que cette lueur, enfin, d'espoir ou autre, est très importante. Et on peut peut-être bâtir et construire là-dessus. On a vu juste après le nombre d'affaires portées devant la même cour par d'autres nations. Je cite récemment presque un grand nombre des États de l'Amérique latine ont porté plainte, y compris après la sentence de la Cour concernant les mesures provisoires, les mesures en fait incitant tous les pays de ne pas aider l'État d'Israël. Maintenant, on va un peu responsabiliser ces États et faire le procès contre l'Allemagne et pour rappeler à l'Allemagne d'appliquer cette sentence rendue par la Cour. Moi, je pense, même dans une ambiance pareille, là où il y a la haine, là où il y a la guerre, là où il y a les canons, comme ça a été dit par Adnan, le droit reste un élément parmi d'autres qui pourrait jouer son rôle. Merci beaucoup, professeur Felchiche. Et, comme vous savez, à la rue, avec nos partenaires, nous essayons toujours de placer l'artiste finalement au centre de ces interrogations, car finalement, la conception que nous avons de l'art et de l'artiste, c'est que c'est finalement un oracle, un transmetteur, une espèce de catalyseur, un interprète en tout cas de réalité matérielle, de réalité supérieure, qui nécessairement ne peut que réagir avec cette actualité. Et donc je poserai une question à Salma Wakim, notre artiste. Je vais la poser en anglais, désolé pour l'accent. How can you be an artist and a creator if you are a second-class citizen, particularly at a time of brutal aggression in Gaza? And how do you conceive the purpose of your artistic work? You read it to better understand the question. Yes. I never felt that I am a second-class citizen because I don't feel I am a citizen of the state of Israel. I always felt that I'm Palestinian under occupation. So how I create? Well, we're trying to find a system where you are not connected to any financial, any conditioned money that can condition your work or can, limit your options, your view, your say. I mean, like, this is second-class citizen is it's funny, like it's because like as a Palestinian holding an Israeli passport, every day you have to kind of fight to identify yourself, even when you go abroad, when you are trying to just like put your identity. It's a struggle. It's not something that comes. It's not something that agreed
مفهوم ضمنا شو يعني مفهوم ضمنا؟ Pardon? مفهوم ضمنا. Yeah, understood. Anyway, so yeah, it's not easy, and now we're talking about like also what's happening in Gaza. Living inside Israel is one of the most horrific things you can ever experience. Not comparing to what Gaza is having, but censoring yourself. Even now, I'm speaking. I'm calculating in my mind. Am I saying something that can put me in danger or not? Is it okay? Am I crossing the borders that are not even clear? Like, it's not that there are clear rules of what you can say, what you can put you in jail, what not. So speaking about creating art, it already also put a lot of impact on you, being under censorship of yourself, being, yeah. So I feel my work also, like, sometimes it's a lot about like preserving my identity, trying to preserve something that is being erased, and yeah, I think. Did I answer the question? So no citizen at all? Yeah, yes. Not even second-class citizen. Thank you. I would like to ask also Sameh Hijawi a question related to what was published in an opinion review about the term Ramallah syndrome. Ramallah syndrome, and it was originally the name of Alessandro Pitti's sound piece to describe some of the artistic responses to the question of Palestine. And she was considering that over the past 30 to 40 years, artistic responses to the question of Palestine have more or less followed the same path as the political situation, meaning that they have moved on from a revolutionary cause to a sad and intractable conflict, to this seemingly incurable syndrome. So do you consider that the Gaza tragedy is paving the way to a new artistic response, in your case? صح شو هالسؤال؟ صعب يعني. لازم نرفع. So just to explain, maybe contextualize a little bit, the Ramallah syndrome was also an exhibition that was curated by, who was he? شو اسمه? Yazid. And it describes the condition of living in Ramallah, which is, it's a bit of it's a created city. It was never a city. Jerusalem was the capital. Nablus is, these are historical places. And then with the birth of the PA after the peace agreement, Ramallah was kind of born. It brought everyone, the NGOs. And so it's a bit of a bubble. And this bubble is, so it's described as a syndrome. And indeed, like, you can go live, have fun, party, and then it's a strange, reality, not reality, and Samat can probably talk about it more. So the rest of the question was sad. What? Who's sad? We're not sad. No. Finally, how this the Gaza tragedy is paving the way to a new artistic response. Yeah. I think what's happened in Gaza, I look at it in a much bigger way, because there's always this question for artists who carry intimately as a Palestinian. There's always this thing of, like, you can't run away from it, actually. I mean, sometimes I wish I would really want to not work on Palestine. So I did a whole project on food, but I ended up talking about Palestine all the time. So it's a bit of like being confronted that none of our identities will ever leave us. We do carry them with us. This one is a very particularly heavy one because it concerns us all. And I love the quote, and I have it as a sticker on my notebook. Nobody is free until Palestine is free. Symbolically, it's super important what is happening in Gaza, because we're being, in several conversations I was just having
with a friend sitting in the audience about suddenly the radical decision is made, the radical move is made, the commitment is made. And I want to quote something from John Berger. He wrote in 1954 in an article about revolutions and resistance movements and activism. And he says, every time we go to the street and protest, we're actually practicing. And this is what I want us to hold on to understand that the reason why the masses went out onto the street is there is an accumulation of language, of understanding, of modes of resistance. People are changing their mind. Something has shifted fundamentally around the world. Leaders, openly just say to European leaders, and are you just going to stand there and say the same bullshit? This is a historical moment. Unfortunately, it takes this to move. And unfortunately, the system is so strong that we're confronted, that we're tired, that we don't know what to say. I mean, as an artist, I struggle to perform. I struggle to feel that there is meaning in what I do. And it's a very strange place to be, because then my friends say, but everything you do is critical and political. So why does it not do anything? Like, why in your eyes, what more do you need to do? And it is a question that I ask myself, that I speak with my colleagues about, is if we are going to be silenced, if the funding that you get as an artist is conditional of, and you have to sign for, highly problematic. The other thing we need to understand is that there is this thing that is, I was having a lot of conversations with the cultural sector when things first broke out. I was like, I just want to hear how you guys are doing out there. And so we had this very interesting conversation where we were confronted with the way we work. When you come from the Arab context, you have nothing. So you work from nothing, and you have to be critical and angry. But then you come and work in a system in the global north, in the heart of capitalism, where even the cultural sector exists within it. So the logics of funding, the logics of programming, the logics of, is all built into this. And then you come to this friction point, because it's like, no, we have to speak and shout super loud, and we have to say it like it is. And then suddenly everyone, all the boards are like, oh, no, we can't. No, we're not political. And so a lot of the artists are saying and understanding that, but then what have we been doing all of this time? Is it just standing up here? Yeah, we tick this box. Okay, we spoke about Gaza a bit. We spoke about inequality a bit. And this is the confrontation of people coming to live in this part of the world saying, guys, we can no longer just go blah, blah, because we're all forming a society together. We have to understand that we are bringing together two different worlds. And yes, to us, it looks like I'm being programmed because we need to tick the Palestinian box or the women's box or the I don't know what box. And I think, Sama, you were also trying to speak a little bit about this conditionality and the boxing. So, how do you deal with this conditional founding from, for example, European Union, but not only from European Union? And then, how do you feel about the programmation of Palestinian work, about what is happening now, that you just say? And the question is for both of you, Sama and Samah. First of all, we're talking about after Gaza, but this is not only after Gaza, this conditional funding. I'm talking about in Palestine, all these institutions, European institutions that have you sign, that you, should I censorship myself now? I don't know. Absolutely not. No, it's just you sign if you wanted to take this fund, you have to sign that you are not supporting terrorism. And for them, terrorism is what we called resistance. And then some sign this funds, and you take this money, and it's like a big program of how you can create art in Palestine and work in the notion of the people, of
considering what they're doing as a resistance, that it's a terrorism, and to start to censorship yourself and to really condition your work. And you have like other, like there's a movement now to calling to boycott all these funds and to try to find alternative in the like local alternative or partners who won't condition the funds. This is a very also talking about the programmization. We saw it when the war broke in Syria. Suddenly, all the theaters were full with like Syrian artists and residencies, and suddenly we saw like a big amount of artists everywhere. And now it will happen with the Palestinian. You will see all theaters yes, want to program Palestine because it's the sexy topic now to have in the program. And we have to be very careful with this. Me personally, I have been trying to build my network in Europe because, dance scene in Palestine is not that big. You do 2 performances and you finish the whole region, so you had to go out. I have been trying to build the network with the Arab world, which is like, as a Palestinian who's holding Israeli passport, it's something that it's very, very, very complicated. Trying, first of all, to convince the Arabs that you are Palestinian, starting from this, and then all the issue of visas and all the issue of who do you work with, did you know, and then talking about the network that we are trying, and when I say we, it's Palestinian artists who work only with fund that, like independent Palestinian artists in Israel who doesn't accept any funds from the government. So we are trying to build this network with partners who work, but really work fundamentally and deeply throughout the years, and not only when this happens as a reaction. And I think we have many partners, and they're getting more and more. But still, we have been saying it for years now, we feel that art institutions in Europe are so I think they have more conditioned fund than we have, and they're so afraid of losing the funds. But then you are asking all these people who are afraid to speak about what's happening in Gaza because they're gonna lose job here or fund there. It's like, if you are afraid to lose a fund, it means this fund is coming from the devil. So do you want to have this fund? So yeah. Thank you. And Samer, would you want to add something? Yeah, I don't know where to start. I mean, it's very confronting because indeed the conversations that we had, and there's some people here in the audience who were part of these conversations, it is very confronting. So you come to an entire system, we can take Canal. Yeah, hierarchy and people's and jobs, and these are people's jobs, their life, their livelihood, their children. There's a long, we come from a place where we don't feel like we have so much to lose. We don't have much to lose because we don't have much in the first place. And that's a very, very different mindset. I think one of the first things that I was so confronted with is it ties back to COVID days, because here, COVID, oh la la. I was watching and I was like, wow, people program 6 months and a year in advance. And I was like, these people are crazy. A year in advance. I don't know if I would always say, inshallah, I'll be here in a year. Yeah, because that's our mentality that I finally understood, inshallah, because it's like a year, God knows. Because we're so used to the fragility of life. No, we don't know what tomorrow brings. Okay, inshallah is a spiritual thing on the one hand, but it is a daily reality that you don't know. Syria disappeared. Libya became a black hole. Places, they just go, and I say, go to Jordan before it disappears, because really you don't know.
And so the fragility of this condition creates a very different mindset. We are willing to give you back the money and walk away, because anyway, there isn't something holding this fragile life. Is this a good thing or is it a bad thing? Because in the one instance, I feel like the moment I feel like I have nothing to lose is the moment I am most powerful, because I no longer depend on what? Money, a nice house, and what is, and with Gaza, it's like you're really confronted with the meaning of life. You have to go back to it because you see the fragility of people and the lack of options, and then you see bravery and you're like, what do I know about life? And so here, again, it really makes me think about like how to hold on to, in a moment where you ask me, is art important, is culture important? I do want to say yes, I want to believe. But in the current climate, the political climate that we're all struggling against, whether Arab or European or American, is right-wing politicians are saying, hey, you can make a pretty painting as long as it's of Flanders, you can be funny and cute, but just don't rock the boat. This is not our culture. And so then I ask, like, what do I have to offer? I consider myself part of this place now. So it's a very interesting moment, and I think we're going to see a lot changing this year. It's going to be a big year for everybody around the world. And where is the power of the people? I don't know. I mean, I'd like to be hopeful. Some days I'm hopeful, some days I'm not. So maybe if you call me tomorrow, I'm a bit more positive. But that's, so within the cultural landscape, I think, yeah, it is people. I think the biggest problem I have faced for a very long time in dealing with these two different worlds, coming to Europe and going back to the Arab world, is here people come to see a performance to learn something, and this position irritates me. It's like, why are you coming to learn? It's like I'm being looked at again. I'm a specimen again. The distance that colonial hierarchy has created over 500 years is repeated again in that instant where I feel like someone's coming to learn something about my miserable life as a Palestinian. It's like, no, but I mean, I've been working super hard on the form, the color, the structure, the words, the nuance, and all of that is like, they're like, where's the story of, misery or something? And here there's a problem that we need to confront, and the meeting of two cultural worlds maybe needs time, I don't know, but things have to change in the mentality, because if people are coming to learn about another life somewhere else, it means we're not together yet. In their eyes, we're not one. In my eyes, I do want that one. I mean, I feel it. I don't feel there's much of a difference. And so here I feel I get very sensitive about why people program and where the funding goes and how the funding goes and the conditionality of it. I spoke a lot. I will leave it at Florence. No, it's perfect. Thank you so much. En réalité, on a l'impression que cette conditionnalité des financements, ces restrictions en matière de programmation, ces tabous même qui touchent cette programmation et qui imprègnent fortement, parce qu'elle constitue une contrainte, la création artistique, sont autant de réponses en fait de l'Europe face au développement en Palestine. Et ceci est perçu par de nombreux peuples, j'utilise le terme peuple en vous regardant, Sophie Bessis, entre guillemets, comme un élément de faillite du leadership moral, exacerbant finalement la fracture entre des peuples et leurs représentants. Quand on compare les attitudes officielles avec ce qui se passe dans la rue, on se rend compte de cette distance incroyable entre les deux. Et donc cette fracture entre les peuples et leurs représentants peut-être met même en péril la démocratie en Europe. En tout cas, l'idée d'un monde multipolaire fait son chemin de plus en plus, un monde où plusieurs centres de pouvoir influent et se concurrencent dans les relations internationales. Sophie Bessis, comment voyez-vous l'avenir des relations euro-arabes et euro-africaines? J'ai tendance toujours à élargir, voilà, tout ça en 5 minutes bien sûr, au regard de la montée en puissance du projet multipolaire porté par les BRICS. Vous avez évoqué la question tout à l'heure, si vous pourriez développer s'il vous plaît. Je crois que je voudrais dire quelque chose de liminaire d'abord pour rebondir. Ce que vous dites, je crois que ce qui se passe... Ah, le micro, pardon. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est en train de changer beaucoup de choses dans le monde global. Ce n'est pas... Pourquoi ?
on peut se poser la question, effectivement, de savoir, à part la tragédie elle-même, à part ce climax, cet apogée d'une situation coloniale et d'une oppression coloniale, cette espèce d'apogée caricaturale d'une oppression coloniale, pourquoi cette centralité? Pourquoi cette centralité qui est en train de changer beaucoup de choses dans la face du monde? Parce qu'effectivement, je parlais tout à l'heure de ce qui s'est passé au Darfour, par exemple, 300 000 morts. La Belgique, puisque nous sommes à Bruxelles, c'est de quoi je parle quand je dis qu'aujourd'hui, ces jours-ci, la commémoration 30e anniversaire du génocide des Tutsis du Rwanda, 800 000 morts en 3 mois. Ce sont des événements extrêmement graves dont je parle, mais des événements locaux. Le génocide des Tutsis du Rwanda a touché le Rwanda et l'Afrique centrale. Le massacre des populations massalites du Darfour touche cette région. Israël-Palestine, ça appartient au monde entier. Ça appartient au monde entier. Et c'est le drame des Palestiniens. C'est que, je parlais à Wahed Fershishi tout à l'heure d'une exposition et d'un travail, d'un petit débat qu'on a fait à Paris sur la cartographie historique de la Palestine, depuis la Grèce antique jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est passionnant, c'est la cartographie chrétienne médiévale de la Palestine. Qu'est-ce que c'est, le monde? C'est un grand carré, et au milieu du monde, il y a Jérusalem. Au milieu du monde, il y a Jérusalem. Et quand on parle de Jérusalem, quand on parle de cette région d'Israël-Palestine, il y a à peu près la moitié de l'humanité qui entend. Si je prends à peu près 2 milliards de musulmans et 2 milliards de chrétiens de toutes obédiences. Bon, ça fait quand même beaucoup de monde. Et c'est vraiment, il y a cela. Il y a aussi autre chose qui fait que, effectivement, tout le monde a une position sur cette question-là. Le monde entier a une position sur cette question-là. Deuxièmement, et après je viendrai au monde multipolaire, mais c'est simplement, juste encore trois choses. Donc la centralité, un des aspects de la tragédie actuelle, c'est qu'aux yeux du monde, au fond, la seule légitimité de l'État d'Israël, s'il en avait une, moi j'ai toujours été convaincu que s'il n'y avait pas eu le génocide nazi, le foyer juif ne serait pas devenu un État juif, il n'y aurait pas eu de création. Les Occidentaux, les Européens ont fait porter leur fardeau sur les Palestiniens. Edouard Saïd avait là-dessus une phrase extrêmement qui résumait tout en disant le drame des Palestiniens, c'est d'être les victimes des victimes. Et ça, c'est dans un des textes d'Edouard Saïd. Aujourd'hui, justement, et ce qui interpelle la conscience du monde, et ce qui interpelle d'ailleurs beaucoup de conscience, c'est que l'État d'Israël, qui a fondé sa légitimité sur la souffrance juive, sur le génocide, donc sur la compassion, effectivement, aujourd'hui, est en train de passer du camp du victime vers le camp des bourreaux. Ça change tout. Ça change tout dans le regard du monde sur une série de choses. Voilà. Et donc voilà pourquoi je crois qu'on ne peut pas analyser cette tragédie-là comme on analyse les autres tragédies du monde, parce que malheureusement, il y en a beaucoup d'autres aussi. Certains peuvent dire, après tout, 35 000 morts, il y en a eu plus ailleurs, si on veut être totalement cynique. Bon, mais ça va beaucoup plus loin. Alors, la dichotomie, et c'est toute cette conscience du monde qui est interpellée, qui fait qu'effectivement, il y a une dissociation entre les peuples et leurs représentants, dans la mesure où les pouvoirs continuent de raisonner sur des termes géopolitiques, d'intérêt, etc., et pas du tout sur des questions de conscience, bien sûr. Or, c'est toutes les consciences qui sont interpellées. Je dirais que, pour ce qui est du monde arabe, dans autre sens, je vais vous parler du monde arabe pour faire plaisir. Voilà. Cette dichotomie entre les peuples, les représentants, est due aussi aux représentants. Parce que la Palestine, depuis 1948, a été une métonymie du drame arabe.
C'est-à-dire que c'est comme le poumon dans le malade imaginaire de Molière. C'est-à-dire, ah, vous avez tel problème, c'est la Palestine. Ah, ça va pas, c'est la Palestine. Bon, c'est vraiment le poumon du malade imaginaire. Vous avez mal là, c'est le poumon. Bon. Et que donc, ce qui fait que la question palestinienne pour les peuples du monde arabe est une folie collective d'une certaine façon. Il y a pas de, c'est une folie collective, donc il n'y a pas d'analyse possible. Il n'y a aucune analyse. On n'est que dans l'émotionnel et le tribal. Et il faut avoir, moi c'est ce que j'ai toujours dit, il faut soutenir politiquement les droits des Palestiniens. Il ne faut pas seulement soutenir émotionnellement les droits des Palestiniens, ça ne sert à rien. En tout cas, ça ne suffit pas. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais ça ne suffit pas. Bon. Donc, cette dichotomie entre les peuples et les représentants a été aussi créée dans le monde arabe par les représentants. C'est-à-dire l'instrumentalisation de la question palestinienne a fait qu'on a donné au peuple cet os palestinien à ronger, je m'excuse de m'exprimer comme ça, qui fait que, effectivement, c'est la lutte centrale, la lutte finale, la lutte centrale, la lutte du bien contre le mal, appelons-la comme elle veut. Et que donc, du coup, les représentants, ou ceux qui sont censés, je dirais plutôt les pouvoirs autocratiques plutôt que les représentants, ça me paraît, sont effectivement en déphasage total avec une passion qu'ils ont créée, qu'ils ont en grande partie créée. Et là, on est dans un déphasage total. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a beaucoup de régimes, les régimes qui ont... Je prends l'exemple du Maroc, par exemple, aujourd'hui. L'exemple du Maroc, donc, qui a normalisé. La normalisation du Maroc était... Vous savez, c'est comme un concubinage et un mariage, en fait. C'est-à-dire que le concubinage existait depuis 40 ans et que là, ils se sont mariés officiellement. Hein, bon, avec la normalisation, il faut pas... Mais bon, je veux dire, les Marocains, la population marocaine est complètement écorché vif sur la question palestinienne. Combien de temps les pouvoirs marocains vont-ils tenir? Qu'est-ce que ça va donner sur le moyen terme, cette dissociation entre les peuples? Et pour finir, oui, bien sûr que nous sommes dans un monde multipolaire, et cette multipolarité s'illustre dans la diversité des positions par rapport à ce conflit, bien entendu, avec une Chine extrêmement prudente, avec un Iran qui a fait de la lutte pour la Palestine un de ses drapeaux, mais qui ne veut surtout pas entrer en guerre. Hein, surtout, les Iraniens ne veulent pas. Les Israéliens font tout pour que les Iraniens entrent en guerre, et les Iraniens ne veulent pas faire la guerre aujourd'hui. Bon, donc, il y a la Russie, très intéressant. La Russie reçoit avec tous les honneurs les dirigeants du Hamas, mais en même temps, la Russie est une alliée objective d'Israël en Syrie. C'est-à-dire que la Russie maîtrise le ciel syrien complètement. On ne peut pas faire voler un avion au-dessus de la Syrie sans l'autorisation russe, et les Israéliens bombardent la Syrie tous les jours avec l'autorisation des Russes. Donc, je veux dire, cette multipolarité, je ne le ferai pas ce soir, parce que c'est un travail. Qu'est-ce qu'elle signifie? Quelles sont les nouvelles? Est-ce qu'il y a des nouvelles logiques à l'œuvre? Est-ce qu'il y a des nouvelles logiques à l'œuvre? Est-ce que les anciennes logiques se recomposent? La seule chose que l'on peut dire, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette séquence du drame israélo-palestinien achève de décentrer l'Occident, incontestablement. C'est-à-dire que ça accélère incontestablement ce décentrement, parce que l'Occident, ou ce que j'appelle l'Occident, vous voyez, comme vous, je suis essentialiste, mais j'ai pas le temps de faire Il faut bien le nommer. Ne peut plus, absolument pas, n'a plus de discours audible. Voilà. Aujourd'hui, les Occidentaux sont muets. Et ça, c'est un changement absolument majeur dans l'histoire du monde depuis 5 siècles. C'est le mutisme de ceux qui furent les puissants et qu'ils sont encore. I want to add something to what you were saying about the Palestinian cause being the center of and everyone and Mahmoud Darwish said it once that it is international and everyone is caring about it, but not because it's the Palestinian people, it's because the Israelis
Zionists are the other side. And that's why it's Both, I think. international. Yes. Merci beaucoup, professeur Felchiche. Et justement, je reprends ce que disait Sophie Bessis. Et le cas particulier de la France, d'ailleurs, est intéressant. Dominique de Villepin disait que reprochait à son pays d'être bien timide face au drame qui se jouait à Gaza, en attirant l'attention sur le deux poids deux mesures, mais aussi en parlant de perte de la bataille de la crédibilité. Exactement ce que vous venez. Et justement, alors, quelle serait la légitimité de l'Europe en matière de promotion et de défense des droits de l'homme au regard de la tragédie de Gaza? Et, professeur Felchiche, quel avenir pour le droit international dans de telles conditions? Adnen, vous posez des questions tellement complexes, alors qu'on s'est mis d'accord de poser des questions simples pour que Je connais vos talents, je connais le talent de mes invités. Non, en fait, parce que c'est une question à poser à l'Europe, pas à moi. Juste pour réagir, probablement, comme ça a été fait par Madame Bessis. En fait, j'ajouterai 2 éléments à ce que viennent de dire Sameh et Sameh. Et je répondrai, bien sûr, quel avenir, en fait, de mon point de vue. En fait, parmi le drame que vivent les Arabes d'Israël, parce que ça, c'est très important, c'est aussi le regard des autres personnes des autres pays arabes. Parce qu'en fait, c'est une question qu'on n'en parle pas, y compris dans le débat des différents États. On ne parle pas de 2,2 millions, 2,3 millions de Palestiniens ayant le passeport israélien. C'est très important aussi peut-être que c'est l'occasion et que, hélas, même avec le drame de Gaza, on n'arrive pas à parler de cette question fondamentale. Parce que c'est des... Bien sûr, Sameh ne se considère pas citoyenne, mais ce n'est pas le cas des Palestiniens, en fait. Les autres, entre parenthèses, citoyens du monde arabe ne le sont pas. Vous pensez que les Tunisiens se considèrent citoyens avec un système autoritaire, ou les Algériens ou autres ne sont pas citoyens. Donc c'est aussi un élément partagé. Deuxième élément, en fait, ça concerne aussi cette centralité. Un grand nombre de mes amis non tunisiens me posaient la question, mais comment des Tunisiens ne sortaient pas dans les rues pour demander en fait leur droit à l'eau, parce qu'il y a un grand problème d'eau en Tunisie, leur droit d'accès aux aliments de première nécessité, et pourtant, pour la Palestine, tous les Tunisiens étaient dehors. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui secoue, quelque chose qui travaille. Parce qu'effectivement, durant en fait, au moins un demi-siècle, voire plus, c'était en fait l'élément que les gouverneurs arabes ou les dissidents arabes donnaient à la population pour un peu exprimer la colère, la haine, l'hystérie aussi, parce qu'on a vu de toutes les couleurs durant les manifestations. Ça, c'est très important. Maintenant, revenons en fait bien sûr, je partage parfaitement les propos de Dominique de Villepin, un des derniers, en fait, qui continue à avoir un discours assez raisonnable et rationnel au début de la crise. Parce que maintenant, je pense que tous et toutes, tout le monde se dirige vers une attitude beaucoup plus rationnelle. Et c'est normal parce qu'en fait, Sophie Bessis le qualifie d'une caricature, une caricature amère. La situation, en fait, maintenant, comment on a poussé les limites jusqu'à ce que tomber dans une banalité du mal du jamais vu. Ce n'est même pas individuel, c'est collectif, c'est mondial. Moi, je pense, toujours, puisque je suis optimiste et je ne peux pas ne pas l'être, je pense dire, en fait, un avenir ou un futur commun, oui, le futur, il est toujours commun, en fait, dans un sens ou dans un autre. Nous espérons, en fait, nous souhaitons un avenir et un futur réfléchi, en fait, à double sens. Ça, c'est important. Moi, je pense, si on interpelle maintenant les consciences, il faut commencer par interpeller les consciences des uns et des autres. Ce n'est pas une question uniquement juridique, Adnen. Ce n'est pas une question légale. Le droit, ce n'est qu'un instrument parmi d'autres. Mais c'est une question beaucoup plus profonde. Interpellons maintenant cette conscience. Pas uniquement, en fait, concernant le peuple palestinien, mais maintenant, le peuple palestinien, il est au cœur de tout ça, mais concernant tous les autres peuples. Dans votre introduction tout à l'heure, Adnen, vous avez cité cette question de mobilité. Donc, est-ce qu'on peut réellement bâtir un avenir commun ou un avenir en commun sans qu'il y ait une dimension égalitaire? Je ne pense pas. D'ailleurs, ces deux rives, si je schématise,
ces deux rives qui se regardent d'une manière très méfiante. Ça veut dire le nord regarde le sud avec énormément de crainte et de méfiance, mais aussi le sud, tout en pensant que le nord constitue un peu un paradis, mais il y a beaucoup de méfiance. Le fait de considérer l'ancien colon toujours présent. Je vous donne un simple exemple. Pourquoi à un moment donné, et bien sûr Raza nous a tous dévoilés, nous a tous dénudés, et je trouve ça extraordinaire. En fait, les Tunisiens ou les Algériens, ceux qui constituaient des anciennes colonies françaises, avaient énormément de réserves, entre autres un peu de haine à l'égard de cet ancien colon, mais jamais cette même émotion, cette même haine à l'égard des Allemands, parce que les Allemands n'étaient jamais un colon direct dans la région de l'Afrique du Nord, au moins. C'est à partir du moment où on a remarqué l'attitude allemande dans l'affaire de Gaza que, en fait, l'attitude a complètement changé, réellement changé. Ça veut dire on a commencé à regarder cette autre nation, je cite l'Allemagne en tant qu'exemple, mais pas pour ne pas focaliser et stigmatiser. On a commencé à regarder aussi ce colon, et on a commencé aussi à chercher dans l'histoire de cette Allemagne qui avait aussi une histoire tellement colonialiste, tellement dure. Donc ça, c'est important. Juste pour vous dire, en fait, et j'en finis par ça, il faut peut-être reprendre le débat sur les éléments qui nous unissent, quels sont le common ground qui unit tous ces peuples, mais aussi toutes ces régions. Et commençons par penser égalité. Si on ne pense pas égalité, je pense on ne peut pas imaginer un avenir commun. Ça, dans les rapports entre les deux rives, si vous voulez. Mais aussi, comment peut-on réfléchir à avoir des rapports sains si réellement, au sein de chaque État de ces peuples, et notamment des peuples arabes de la région, les rapports ne sont pas sains entre gouvernants, gouvernés, entre structures de l'État. Donc ça aussi, un grand débat à engager. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Effectivement, la question de l'égalité, juste un mot que nous n'avons pas prononcé dans cette conversation et qui m'apparaît essentiel pour rétablir des rapports humains entre humains. C'est accepter l'altérité. Et le problème, un des grands problèmes, c'est le refus de l'altérité amène à la déshumanisation de l'autre, toujours, et que un des problèmes qui se posent à notre monde d'aujourd'hui, c'est que le puissant ou le faible, chacun à sa manière, déshumanise ce qu'il croit être son unique ennemi. Merci beaucoup, merci à vous toutes et tous. Je propose d'interpeller la salle et peut-être d'ouvrir la possibilité de poser des questions à nos intervenants. Voilà, on va aussi éclairer le malheureux public. Oui, alors attendez, moi je pense qu'on va vous apporter un micro, voilà, et un peu de lumière pour qu'on puisse vous voir. C'était quelle personne? Voilà, au premier rang, s'il vous plaît, madame. Parfait. Bonsoir. Je ne sais plus lequel d'entre vous a dit à un moment que finalement les réactions, par exemple dans le monde arabe, étaient le plus souvent, enfin au niveau des peuples, sur un peu hystérisées, ou en tout cas toujours sur le mode de l'émotion. Et que les dirigeants donc des pays arabes, et on comprend dans les pays arabes évidemment le Maghreb aussi, par violence à mon sens, jouaient là-dessus. Je ne pense pas que ça a toujours été le cas, parce que par exemple en juin 1967, lorsque l'Égypte, donc il y a eu une agression menée à la fois par les Britanniques, Israël et... Ça, c'est 56. Non, alors je parle de l'agression de 67. N'avait rien à voir. En tout cas, en 67, on a interviewé Abdelaziz Bouteflika, qui était ministre des Affaires étrangères à ce moment-là. En 56, il n'était pas là, de toute façon.
Oui, donc il a été par la suite président de la République assez longtemps. Il a été interviewé parce qu'en fait, on a mobilisé en Algérie à ce moment-là. J'ai moi-même, en tant qu'étudiante, été mobilisée dans l'aviation il y a donc de cela un certain temps. Et des journalistes ont demandé à Abdelaziz Bouteflika pourquoi est-ce que l'Algérie se sentait concernée par ce qui se passait là-bas. Et je pense qu'il a fait une réponse assez circonstanciée, mais de laquelle il ressortait qu'en fait, la réaction de l'Algérie était quand même basée sur le respect des principes que les Européens avaient tendance effectivement à nous vendre comme étant des principes universaux, ou universels, comme vous voudrez. Voilà, c'était une réflexion. Merci. Vous réagirez tout à l'heure. On prend d'autres questions peut-être dans la salle? Oui. Voilà. Alors, on ne vous voit pas malheureusement. On ne peut pas éclairer un peu le public, c'est pas possible. Parce que c'est un peu embêtant de répondre à des gens qu'on ne voit pas. Donc soyez gentils de mettre quelques lampes. Une autre question? Can you ask the technicians to put the lights on, please, in the audience, because we're struggling Vous ne here. pouvez pas éclairer, là, on ne peut pas discuter. Entre-temps, est-ce qu'il y a d'autres questions? En attendant, écoutez, Éclairez-nous. par rapport à la position de Bouteflika en 67, il y a plusieurs pays effectivement qui ont envoyé, pour les troupes tunisiennes, elles se sont arrêtées à Gabès à peu près à l'époque. Bien sûr que les principes sont interpellés dans la question israélo-palestinienne puisqu'il s'agit d'une situation coloniale. Donc les principes sont interpellés, c'est l'évidence même. Maintenant, merci beaucoup. Vous me permettez, en ce qui concerne l'Algérie, en ce qui concerne Bouteflika, de ne pas trop croire en son respect des principes, dans la mesure où, et c'est ça le problème arabe, sans aucun essentialisme de ma part, parce que c'est quelque chose que je critique toujours, l'essentialisme, c'est que les principes s'appliquent à certaines situations et pas à d'autres. Et donc, la question des principes, c'est qu'ils doivent s'appliquer partout et toujours pour être valables. C'est bien ce qu'on reproche aux Européens, aux Occidentaux, c'est d'appliquer les principes à l'Ukraine et de ne pas les appliquer à la Palestine. Eh bien, les régimes arabes ont toujours fait la même chose. Voilà. Alors, vous me permettrez d'être relativement sceptique sur la sincérité d'un Bouteflika en 1967. Is the microphone on? Yeah. I just want to repeat, indeed, I think what you said earlier also, or maybe you said it, Wahid, I'm not sure, about this confrontation with that the people are not represented. This is I mean, in a way, it's just like, I'm just like, yeah, wake up, guys, even in Europe. No, the government does not represent the people. It's not they're not in our best interest. It's not. And so it's the same, yani. And okay, Arab, they look different, they do different. It's more of a dictatorship, they don't care, they say what they want. And here it's a bit more, covered and it looks pretty. But ultimately what we're realizing is that the system no longer functions the way it promises to function for all. And this is why it's going to take a long time, but maybe it's the beginning of a collapse. I'm waiting for this collapse for a long time. I don't know if it's a good one, but I really the system is collapsing. People are saying the future. I'm like, we are in the future we're imagining, because this is pretty shit. I mean, we're barely coping, we're barely figuring out, and we're all in a daze because the capacity to endure violence, even if, it's become visceral. And we can't look because we cannot take so much. It's human also.
But I think this for me is very important, the suddenly feeling like, wow, these governments are, they're doing their own thing, they don't care. Si tu permets, Adnan, Je t'en prie. Voilà. Wahed Ferchichi, je vous en prie. il y a quand même un élément aussi assez intéressant depuis un moment. C'est en fait avec la tragédie à Gaza, donc cette dichotomie entre peuple et gouvernement, mais on a remarqué autre chose. Il y a bien sûr ceux qui sont manifestés pour dire arrêtons le massacre, c'est aussi la population jeune. Ça, moi, je pense, lorsqu'on voit un peu les manifestants partout dans le monde, je ne parle pas que dans les pays arabes, mais partout aux États-Unis d'Amérique, beaucoup de jeunes. Et je pense là, peut-être, c'est un autre paramètre qui change et un autre paramètre qui se rajoute. Et c'est pour cette raison, moi, il me semble que si réellement l'humanité arrive à comprendre ce qui se passe, je pense qu'on peut passer à autre chose. On peut vraiment passer le après Gaza pourrait être intéressant, rien que si on arrive un peu à écouter un peu cet écho d'une autre génération. En fait, d'une autre génération qui, pour elle, après tout, ces problèmes de la Deuxième Guerre mondiale ne les concernent pas. C'est une autre génération qui n'a rien à voir avec ses grands-parents qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, avec ses arrière-grands-parents qui ont mis en place tout le système post-Deuxième Guerre mondiale. Parce que nous vivons jusqu'à aujourd'hui sur un peu cet héritage, pour ne pas dire les ruines de ce que nous avons. Donc je pense que le système lui-même devrait être secoué. Tout le système onusien devrait être secoué, devrait être réfléchi et refondu, enfin pour ne pas dire refait. Donc moi je pense, oui, il y a des éléments intéressants dans tout ce qui se passe. Ça veut dire il y a des avantages, hélas, de dire le mot, de ce qui se passe à Gaza. Donc ça va servir, je pense, un peu à l'humanité. Merci. D'autres questions dans la salle? Une salle bien silencieuse. Christian, je t'en prie. Merci. Égalité, l'altérité, ce sont deux notions essentielles, je pense, à l'humanité et qui peuvent aussi trouver une certaine traduction dans l'ordre du droit international et notamment post-Deuxième Guerre mondiale, ce qui a permis de faire émerger le système onusien, comme tu dis, Wahed. Mais c'est le droit international. Mais le droit international n'est pas né en 1945. Il a évolué depuis 1945, mais en fait, il a aussi une origine coutumière, historique. Je ne vais pas faire toute l'histoire. Il y a deux termes peut-être qui n'ont pas encore été mentionnés jusqu'à présent et qui rejoignent aussi ces questions-là. La question de l'autodétermination, qui a aussi un fondement juridique, et la question de justice. Parce que le droit, c'est aussi pour établir une justice. En tout cas, ce sont les objectifs du droit international public tel qu'il a évolué depuis le système onusien. Qui est-ce qui était supposé être le garant à travers le système onusien du droit international, de son implication, et notamment des idées de justice, voire d'autodétermination, avec toutes les difficultés qu'on a pu constater dans les processus de décolonisation qui ont abouti d'une certaine manière. On a parlé de l'Algérie, mais on pourrait parler, ici en Belgique, on pourrait parler du Congo. Qu'est-ce qui, en fait, permet de garantir le droit international? Il y a les Nations Unies, mais avec toute cette complexité et toutes ces contradictions internes, et on le voit bien avec le Conseil de sécurité qui se paralyse, l'Assemblée générale, la Cour internationale de justice. Or, on voit qu'un certain nombre d'acteurs, à commencer par exemple par les États-Unis, font systématiquement l'écart du droit international, ou alors avec une interprétation très particulière. La Cour internationale de justice, il faut en parler le moins possible, et Israël se sent très 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 bien avec ça. Et justement, donc on est dans une situation où, en fait, c'est par l'inapplicabilité du droit international, je ne parle même pas du droit international humanitaire,
parce que le droit international humanitaire, c'est une partie du droit international, et on a tendance à droit international humanitariser la question palestinienne pour dire c'est ça, on va amener un peu d'humanité, mais sans régler les questions de fond. Et comme le disait Sophie Bessis, on est dans une décentration de l'Occident, pour le prendre comme ça. Hein. Le système onusien est pris dans ses contradictions, dans ses rapports de force internes, avec toutes les difficultés. Et donc, comment peut-on espérer un retour effectivement au droit international, à la question de la justice, et que cette justice retrouve un commun dénominateur parmi l'humanité. Et donc, on est a priori dans une attente de chamboulement, puisqu'on arrive à une situation qui semble être une situation peut-être dialectique, de relancer toute une série de choses, mais on n'en sait trop rien. Mais dans quelle mesure, effectivement, on peut travailler sur ce dénominateur commun, puisque même le Sud global est divisé, hein, le soi-disant Sud global, il est divisé aussi. Et donc, la question, elle est là, et je suis très heureux d'entendre les témoignages d'artistes pour dire justement que le travail, cette mobilisation, on est hors du blabla, et que c'est une fonction essentielle aussi dans le monde politique. Merci. Qui souhaiterait peut-être... On prend une autre question. Vous voulez peut-être réagir? Sophie Marie? Merci. I have a question. Sorry. Good evening, everyone. I have a question for the artists in the panel. Earlier, you talked about the outsider gaze to your work and how your identity as Palestinian is constantly being tokenized and used. I just wanted to know if you could describe a little bit how you advocate for the value of your work outside of the framework of your identity as a Palestinian or as a woman from the Global South. Thank you. Thank you for the question. This has always been on my mind. It's not something new. I think there's more than one way to try and deal with it. In the first instance, it's about asking questions, not being shy, to say, yeah, what is the context? Who am I with? How are you describing it in the program? What words are you using? I would really like sit on top of people's heads and say, is the word Palestine necessary in there? Or is it a reason to exoticize or tick a box? And here there is a responsibility, collective. It works best when it's collective. When everyone pushes and says, no, not precisely like, no, I don't think like, or at least have a conversation and say why in the description, because that's the moment where you are presented to a public. So this is one thing I think that you can maybe gain confidence over time and a knowledge of how, because you have a feeling it doesn't work, but you wouldn't know how to say why. And so here there is maybe a bit more time, but a commitment to do it and to say, I'm not really sure. Can we discuss it? On the other hand, within the work itself, this was really, it's a very intimate process of making an artistic work. So it's really about, and especially coming to live here, it was this moment of thinking, who is my audience? Because if I'm imagining, like, it's very simple. We do it all, very often now here is like, close your eyes and meditate and imagine something. But it's true, like, am I imagining speaking to it's really no offense, but just for the title so we all get it, a white person in the audience, white male gaze. And then I was like, you know what? It's always going to be my mother. So I'm going to put my mother in the audience in front of me because she is, also, she carries a lot of things. But then there I don't fall into the trap of speaking to the other. So I no longer participate in it.
And then my responsibility as an artist is really kept. And it was a beautiful process. A few years ago, I developed a piece where I was critiquing Belgian history. I was super happy with it. I was just like, let's get to the source of this. And it was really a moment of where I felt I also landed here, because I often work, I'm inspired by the place. But of course, I carry a history with me. And then there I was working with two dramateurs, one from Palestine, one from Belgium. Perfect. And so the discussion was like, but why don't you want to describe like that? I'm like, because then why would I describe it like that? Who am I describing it to a person who doesn't know? Well, they're just going to have to go do their homework. Because I don't want to be in this position of, let me tell you something because you probably don't know it. And then here there's a push towards a universality. And that is another commitment on the artist's behalf. And I think there together we can really carve out a space and not be afraid, because of course there's always money involved, and you know, we're all working towards trying to have a livelihood from this very precarious life of being an artist. So those are the things that I can share personally, but I'm curious to hear from Sama. Yeah, it's funny how like someone who doesn't have like a identity, like doesn't have the urge of identify, like prove his identity all the time, would question if to put Palestine or not in the resume, while others like me who like wants to have it there, just like to prove that no, like it, yani, no, totally. And it's something that we tackle a lot, like when we want to like put on the brochure where we come from, Palestine, Haifa with Palestine, or Haifa without Palestine, because if you put Haifa and Palestine, it's a statement, and yeah, so it's really like always like a funny, very entertainment game between you and the representative, like. How can we push the limits without crossing the red lines, and then the festival lose all the funds? But talking about like the work and how much like you can get away from the Palestinian daily struggle, occupation. I mean, I wish I was like living in Switzerland, like gazing in the greens and like seeing cows and being inspired by how like this green like reflects on the skin of the cow, and then like have this. But when you live in Palestine, you're all the time saying, "Oh my God, this is a really good story for a movie." No, this thing is like it cannot be real, and you're all the time, even in your daily basic stuff, it's a lot of material for art. Like I think maybe we are lucky to have this like as an artist, so you don't get bored. You always have like everyone has this story of being searched and or like kept in for hours in interrogation, and like you have. So we try sometimes to get out of this, and to, as an artist, you also want to do art and enjoy like using tools, not only talking about Palestine, but somehow you always go back to like there's something that connects to home, or to who you are, or identity, and I don't think it's something bad. I think you can use it in a very like good way, if you use it in the good amount, not like being very like شعاراتي, slogan like حرية. It's, I think you can have a lot of Oui, bien sûr. Oui, en fait, juste pour continuer en fait, dans le même sens que Sama et Sameh, réagir à la personne qui a parlé dans le public. Il est vrai en fait que pour tout groupe persécuté, pour tout groupe qui vit dans la précarité aussi, donc on demande souvent trop à des groupes plus qu'aux autres. Et en fait, et là, ça confirme mon idée qu'il y a
une autre génération maintenant qui voit différemment les choses. En fait, pourquoi on s'attend toujours à des groupes, et notamment palestiniens, de parler de la Palestine? Parce qu'en fait, à un moment donné, il y avait tout ce courant que, voilà, le cinéma palestinien, toute une manifestation, la littérature palestinienne, donc bien sûr, il faut qu'il parle de la Palestine, sinon ça ne passera pas. Et je pense là, c'est toujours un peu pesant, lourd, de demander à un artiste de porter une cause qui pourrait ne pas être la sienne. C'est une cause, certes, à laquelle il adhère ou elle adhère, mais ce n'est pas sa cause directe. C'est-à-dire que l'artiste pourrait parler de soi-même déjà. Et donc, je suis entièrement d'accord avec mes amis Sameh et Sameh. Concernant ce que vient de dire M. Salins, pour ce droit un peu secoué, en fait, et pour tout ce système qui a été mis en place, et c'est un système aussi qui atteint ses limites. Donc il faut aussi l'avouer. Ça ne veut pas dire, en fait, il faut complètement aller de l'autre côté et être complètement décomplexé d'un point de vue des droits humains. Non, non, ce n'est pas ça, parce que il ne faut pas qu'on soit dans la situation, soit on accepte le statu quo qu'on a hérité de la Deuxième Guerre mondiale, soit d'aller vers la Chine et bien sûr la Russie, l'Iran et compagnie. Il faut faire très attention à ce niveau-là, parce que souvent on met ces peuples opprimés devant ce type de choix. Soit en fait un régime autoritaire, entre parenthèses, il se dit laïque, ou voilà les islamistes qui vont vous gouverner. Donc pourquoi être uniquement devant ce choix? Et c'est un choix tout à fait faux. Donc moi je pense que c'est le moment de revoir tout ce système, de le revoir. En fait, si on dit que la démocratie atteint ses limites, il est vrai, elle atteint ses limites. Mais en fait, c'est le système le moins mauvais pour gouverner. Il n'est pas le meilleur, mais le moins mauvais. Le système onusien tel qu'il existe aujourd'hui, oui, il atteint ses limites, mais c'est le moins mauvais. C'est le moins mauvais, moyennant bien sûr des moyens d'amélioration. Le cas échéant, on sombrera, et peut-être l'historienne qui est avec nous pourrait aussi en témoigner d'un point de vue cette manière cyclique par laquelle passe l'humanité. Même aujourd'hui, nous vivons en fait cette montée vertigineuse de l'extrême droite partout. Et ça aussi, c'est un signe très important pour mesurer l'avenir. Bientôt, on aura les élections européennes. Est-ce que l'Europe, à partir de juin prochain, ressemblera à l'Europe d'aujourd'hui? Et en fonction de ça, comment peut-on aussi imaginer ce rapport? Donc, je pense qu'il y a ce problème cyclique qui revient, mais l'humanité a trouvé de temps en temps des moyens pour dépasser. Je ne sais pas comment maintenant on va sortir de cette grave crise, sauf si la raison ne s'impose pas. Et j'en finis par un autre auteur que j'adore. En fait, vous savez qu'il y a des auteurs que j'aime et qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je me ressource beaucoup des écrits de la Deuxième Guerre mondiale. C'est Stefan Zweig, qui a écrit son Monde d'hier et dans lequel il a essayé un peu de brosser ce tableau. Et il s'est posé des questions fondamentales. Comment cette humanité revient souvent, d'une manière récurrente, à cet aspect primaire, à la limite primitive que Sophie Bissis en a parlé. Donc peut-être c'est bien aussi de réfléchir dans ce sens et de voir un peu cette manière qui revient et comment l'humanité a su dépasser ces crises. Moi, si je dois, tout en étant d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, si je dois dépasser, je crois que, bien entendu, le système doit être refondé et que le système est, comme tu le disais, le résultat du rapport de force qui s'est créé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les membres du Conseil de sécurité, pourquoi la Grande-Bretagne et la France aujourd'hui sont-elles membres du Conseil de sécurité? Bon, la France c'était quand même la France avait perdu la guerre, hein, il faut pas oublier. Mais enfin, De Gaulle s'était très bien débrouillé. Donc, bon, c'est le résultat d'un rapport de force. Et il faut pas oublier quand même que, au fond, la politique internationale, quand elle est de nature relativement pacifique, c'est une régulation des rapports de force. Non, ce n'est rien d'autre qu'une régulation des rapports de force. Ou alors on peut mettre un peu de justice, on peut mettre un peu de droit, etc. Maintenant, cette refondation du système international, on n'en a pas parlé parce que ce n'était pas le sujet de ce soir et que donc nous ne pouvions pas parler de tout. Mais il est évident que l'hégémonie absolue de l'ultralibéralisme depuis le début des années 1980 est une des causes
une cause majeure, pas une des causes du dérèglement mondial. Alors, pendant une quarantaine d'années, ce qu'on appelle l'ultralibéralisme, je n'ai pas le temps de redéfinir, s'est accommodé, en gros, d'une démocratie relative, s'en est accommodé. Il pouvait fonctionner avec quelque chose qui était de la démocratie. Aujourd'hui, sa violence est telle, et sa remise en cause est telle qu'il ne peut plus fonctionner dans un contexte démocratique. C'est-à-dire que même dans les pays démocratiques, il y a des atteintes de plus en plus évidentes à la démocratie parce que le système économique mondial ne peut plus fonctionner que dans un cadre autoritaire. Il ne peut plus fonctionner dans ce cadre démocratique parce que les peuples, je mets entre guillemets parce qu'il faut redéfinir les classes populaires, il empêche le monde de respirer au sens métaphorique et au sens réel du terme. Bon. Comment et qui surtout, quels seront les acteurs et quels peuvent être les acteurs aujourd'hui qui permettraient d'introduire plus de justice, par exemple, dans le monde. Personnellement, bon, alors évidemment, ce qu'on appelle la société civile dans le monde. Encore faudrait-il la redéfinir. Mais c'est une des illustrations de la violence de notre monde, c'est qu'aujourd'hui, je ne parle pas des pays qui sont en situation de guerre, je parle des pays qui sont en situation de paix. Les secteurs des sociétés civiles qui sont le plus violemment réprimés sont les écologistes, partout, que le système appelle les écoterroristes. Mais les autres violences ne sont pas terroristes. Et donc, aujourd'hui, pour refonder le système, il ne faut pas prendre en compte uniquement le politique et le juridique. Ce n'est pas possible. Il faut prendre en compte l'ensemble des rapports de force au niveau mondial. Je vous avoue être très pessimiste pour ma part, dans la mesure où, étant historienne, puisque Wahid le rappelait, les humains n'ont trouvé des solutions en général à leurs problèmes qu'après les catastrophes et jamais avant. Vous voulez prendre la parole? Voilà. Alors on a, comme on dit administrativement, on a épuisé l'ordre du jour. Peut-être. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé et assisté à cette édition du Civic Space, pour la première fois à Bruxelles. Merci beaucoup de votre présence. Voilà. Et pour le mot de la fin, je me permettrai de regarder dans la direction de Wahid, en rappelant une expression qu'il a, que j'aime beaucoup à Tunis, quand il parle en matière de droit, c'est « saqf al-ali ». C'est toi qui m'as appris cette expression. Ça veut dire finalement comment le droit peut générer, je crois, un espace le plus ample possible pour protéger les libertés individuelles. Voilà. Merci beaucoup.